bonjour et bienvenue à tous dans votre édition du vendredi de Smartech. Vous savez que c'est l'occasion d'une grande interview avec un invité qui peut partager avec nous à la fois son regard sur l'actualité, mais également un sujet qu'il porte plus personnellement. Aujourd'hui, il s'agit de David Bavrez, qui est de passage à Paris, mais installé d'ordinaire à Hong Kong. Il est déjà venu nous parler de son ouvrage Paris-Pékin Express. On l'a commenté dans Smartech en septembre dernier. Aujourd'hui, il revient avec un ouvrage dont le titre est Chine-Europe, le grand tournant, publié aux éditions Le Passeur. On parlera de ces dialogues fictifs qui se nouent entre l'Europe et la Chine pour voir si demain ils pourraient se concrétiser. Ce sera donc la grande interview Chine de David Bavrez. Bonjour, merci beaucoup d'être présent et vous allez participer donc à toute l'émission. On va démarrer avec un débrief de l'actualité, des actualités qui nous ont fait réagir, moi et mes commentateurs du jour. Il y aura Tariq Krim, célèbre entrepreneur défenseur du logiciel et du génie français. Et puis Christophe Holnet, installé en plateau, il est en charge d'investissement dans l'univers tech et ancien président de Microsoft Asie du Sud et France. Et puis nous terminerons cette édition évidemment avec notre rendez-vous dans l'espace. On s'intéressera à Titan, l'un des plus gros satellites de Saturne, dont l'étude promet de nous éclairer, en tout cas nous donner quelques indices sur la façon dont la vie a pu se développer sur Terre. Mais tout de suite, donc place au débrief. À la une du débrief cette semaine, on va évidemment revenir sur la panne Orange, mais aussi sur une affaire d'espionnage international ou encore la polémique sur la redevance pour la copie privée. Pour débriefer, nous avons donc en visio Tariq Krim, un des entrepreneurs français emblématiques du web. Il a notamment été le fondateur du site NetVibes, également de Jolly Cloud, et il est actuellement à la tête de Polite One, qui est une plateforme qui veut permettre aux utilisateurs de reprendre le contrôle de leur vie numérique. Bonjour Tariq. Avec moi également en plateau, Christophe Holnet, président de l'entreprise Deep Tech d'Athena, senior advisor chez Apax Partners, l'un des fonds européens de private equity. Bonjour à tous les deux. Donc on va démarrer avec cette actualité de panne massive sur les numéros d'urgence. Ce sont les appels vers le SAMU, les pompiers, la police, via des numéros courts qui ont été perturbés partout en France dès 18h hier, enfin mercredi, jusqu'à minuit. Le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, évoquait 3 morts potentiellement liés à cette panne. On en serait aujourd'hui à 4 avec un enfant de 28 mois. Alors le PDG d'Orange, Stéphane Richard, a évidemment été convoqué tout de suite au ministère de l'Intérieur. Il a présenté les excuses d'Orange à toutes les personnes qui ont été victimes de ce grave dysfonctionnement. Mais en revanche, on est toujours à la recherche de la cause racine. On l'écoute. Il faut un peu de temps pour comprendre. On a déjà écarté un certain nombre d'hypothèses. L'opération de maintenance, c'est pas une attaque, par exemple. Non, c'est pas une attaque. Ça, c'est très important. Et 2, l'opération de maintenance. J'ai beaucoup entendu dire que c'est l'opération de maintenance. Non plus. C'est pas une opération de maintenance. C'est une défaillance logicielle. Alors, quand on entend Stéphane Richard, on imagine dans la situation dans laquelle il est, c'est très, très compliqué. Christophe Holnet. Oui, je pense qu'effectivement, là, la situation est très compliquée pour le PDG et pour Orange en général. Je pense qu'il faut aussi se garder de commentaires, si ce n'est de dire qu'effectivement, il y a eu certainement un impact fort, et y compris potentiellement des morts. Je crois que ça va relancer le débat sur la vétusté de certaines infrastructures qui restent en fait dans le vieux système analogique, avec un système numérique qui se déploie et probablement des investissements insuffisants qui ont été faits. Ce qu'on a découvert finalement, c'est qu'Orange était en charge de la plateforme qui traduit les appels courts, enfin qui reposent donc sur le 15, le 17, le 18, sur des chiffres à des appels à 2 chiffres, pardon, et que cette plateforme doit les traduire en chiffres à 10 chiffres pour localiser aussi les transferts. Ça passe par des routeurs, mais donc ça passe par une plateforme logicielle, et c'est là que se situerait le problème. Oui, c'est un logiciel qui fait le pont en fait entre un système des grandes plateformes qui est, comme je disais tout à l'heure, encore sur le vieux réseau RTC, et puis un système qui est basé sur les technologies numériques, Internet, et il y a ce pont qui est nécessaire, qui devait d'ailleurs à terme disparaître. Donc ce qui est surprenant, c'est que
une erreur logicielle, des logiciels qui sont des logiciels qui fonctionnent depuis des années. Quand on n'y touche pas, généralement, ça continue à fonctionner. Surtout là, il y a eu une panne simultanée de 6 serveurs, dont 3 étaient en redondance. Donc, on a du mal à imaginer qu'il n'y ait pas quelque chose qui s'est passé dans l'environnement logiciel pour le faire. Donc, ça, je pense que c'est ce que donnera, sont les résultats que donnera l'enquête probablement. Moi, des informations que j'ai eues, visiblement, il y a quand même eu une opération en début de journée, une opération logicielle qui a été effectuée sur la plateforme, qui normalement ne cause aucun problème, et qu'ensuite ils ont constaté un engorgement sur certains routeurs. Il y a toute cette période où les routeurs n'ont pas été tout de suite relancés parce que des appels continuaient à arriver. Tariq Krim, une réaction là-dessus ? Oui, bonjour déjà. Je dirais que ce sont des choses qui ne devraient jamais arriver. Je crois d'ailleurs que c'est jamais arrivé à ce niveau. C'est ce qu'a dit Stéphane Richard, oui, ce n'est jamais arrivé. Oui. Et aujourd'hui, évidemment, en plus, c'est ce genre de choses, en plus, c'est du pénal, donc c'est quelque chose de très inquiétant de se dire que notre vie tient à des outils informatiques qui, à mon avis, ne sont pas forcément maintenus tels qu'ils devraient l'être. Je crois que ce que ça montre aussi, c'est qu'il y a une perte de compétences sur tous les sujets d'infrastructure. C'est-à-dire qu'on dit toujours, il faut du nouveau logiciel, il faut basculer sur des choses nouvelles qu'on maîtrise moins, sur lesquelles on n'a quasiment plus d'ailleurs aucune souveraineté, puisqu'on parle de, si j'ai bien compris, d'une base de données d'un prestataire américain dont la mise à jour n'aurait pas fonctionné. Ça montre aussi qu'il y a un manque d'ingénieurs à la tête des boîtes de technologie et qu'aujourd'hui, on a essentiellement des communicants qui nous expliquent après pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Et je voulais redonner un exemple assez amusant, c'est que les lanceurs nucléaires américains continuent d'utiliser ces disquettes 8 pouces. Justement, on n'a pas voulu mettre à jour cette informatique stratégique de défense, justement pour ne pas l'exposer à des systèmes de hacking. Et donc, on a préféré, comme j'entendais tout à l'heure, utiliser quelque chose qui marche bien et qui fonctionne bien, devrait être maintenu. Et il faut faire toujours très attention, surtout dans un domaine d'urgence, de vouloir mettre à tout prix, toujours tout à jour avec la dernière version. Ce n'est pas forcément un gage de sécurité. Bon, on précise quand même que l'enquête est toujours en cours sur la cause. Une réaction, David Bavrez, quand vous découvrez ça ? Moi, je vais un peu élargir le débat. Venant d'Asie, ce qui me frappe, c'est les investissements dans les infrastructures et le sous-investissement européen. Je lis dans la presse la semaine dernière, un opérateur en France se demande s'il y a de la demande pour la 5G. Shanghai a construit déjà 50 000 stations de base, qui est l'objectif de la France en 2025. China Mobile vous dit les volumes par abonné vont faire x10 d'ici 2025. Donc, c'est ça qui est toujours frappant. C'est par l'infrastructure qu'on pourra développer tous les services et la croissance économique. Bon, alors on continue avec un sujet infrastructure d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'une affaire d'espionnage de responsables européens par les États-Unis depuis le Danemark. L'information est sortie par une enquête de la télévision publique danoise, Danmarks Radio, qui a révélé donc que les États-Unis utilisaient les câbles sous-marins danois, ou alors quelques bretelles qui auraient été créées exprès pour ça, je ne sais pas, pour écouter donc des personnalités de 4 pays européens. Alors, les affaires d'écoute, d'espionnage, c'est pas non plus une grande surprise. Là, ce qui frappe, c'est quand même qu'il y aurait une complicité finalement d'un de nos alliés européens. Oui, en fait, je crois que personne n'est naïf. On sait très bien que les écoutes existent, à la fois du côté des Européens, des Américains, des Chinois. Personne n'est dupe là-dessus. Ce qui est très choquant en la matière, c'est que les Américains aient utilisé une porte d'entrée qui est un pays de l'Union européenne. Donc, je pense que ça, c'est très choquant de ce point de vue sur un minimum de solidarité européenne qu'on pourrait attendre en la matière. Et donc ça en dit aussi beaucoup sur... Alors, quand on accède quand même directement aux informations qui passent par les câbles sous-marins, c'est énorme. Parce qu'il s'agit à la fois de communication téléphonique, mais de tout l'Internet qui passe par ces câbles. Bien sûr, c'est toutes les communications, tout cet environnement cloud, tout cet environnement numérique, au final, ce sont des signaux qui traversent des câbles. Donc, se brancher sur le câble et écouter, oui, c'est effectivement une énorme
possibilités. Et donc ça soulève aussi des questions de souveraineté sur la sécurisation des communications au sein de l'Europe. Mais en l'occurrence là, il y a aussi un autre élément qui est un cheval de Troie au sein de l'Union européenne, qui malheureusement en est trop coutumière. Tariq Krim, une réaction là-dessus ? Oui, mais, comme vient de le dire notre interlocuteur, c'est assez classique en fait. On a régulièrement des histoires d'espionnage. Là, la méthode est un peu différente. Le fait que le Danemark, on a appris d'ailleurs que le Danemark était impliqué dans des accords avec les services de renseignement américains. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ça sort aujourd'hui ? Pourquoi ces informations sont mises à la disposition du public ? Et surtout, au-delà de la question de la souveraineté, on peut se poser aujourd'hui aussi la question de savoir dans quelle mesure la relation entre les États-Unis et l'Europe sur les questions numériques, puisqu'il est question pour Biden notamment de créer ce qu'il appelle une forme d'OTAN numérique, une sorte d'ombrelle dans laquelle on intégrerait les États européens et pour lesquels les GAFAM seraient une des plateformes de protection. Quelles vont être ces relations, surtout au moment où le débat sur la souveraineté numérique est très présent ? Et ça pose la question aussi du contrôle et de la maîtrise qu'on a de l'arrivée de ces backbones sur le sol européen. En l'occurrence, ça passe beaucoup par la France, puisque nous, on a une arrivée directe depuis l'Atlantique ou la Méditerranée. Bien sûr, on est évidemment ouvert sur l'international et on a effectivement un océan devant nous, donc on est évidemment un nœud. Il faut l'être pour avoir accès justement à un niveau de rapidité d'échange d'informations. C'est un élément essentiel d'avoir un Internet rapide. De regarder le contrôle. Voilà, mais ceci étant, je pense qu'au sein de l'espace européen, on pourrait imaginer qu'il y ait un système de communication qui soit isolé. Et en l'occurrence, encore une fois, c'est le Danemark, apparemment, et de ce que nous apprenons aujourd'hui, qui a permis aux Américains d'écouter des conversations auxquelles ils n'auraient pas eu accès. Alors, il y a un projet d'ailleurs de Thierry Breton de créer un réseau ultra sécurisé qui repose sur le quantique pour les communications intra-européennes, mais ça ne résoudra pas le problème des communications internationales. Non, mais ça, mais c'est vrai aussi vis-à-vis de la Chine, c'est vrai vis-à-vis des États-Unis. Et voilà, on n'a pas encore d'affaires sorties d'ailleurs d'espionnage de la Chine vers l'Europe. Parce qu'ils ne sont pas encore fait prendre. Ils sont les Européens. Très bien. On va enchaîner avec autre sujet polémique. C'est celui qui adresse la redevance pour la copie privée. Il ne faut pas dire taxe. J'ai mis taxe dans le titre parce que c'est plus court. Mais il s'agit d'une redevance qui est appliquée donc, aux supports de stockage qui sont présents dans les appareils électroniques. C'est payé par les fabricants, mais évidemment, ça se reporte sur le prix de vente et donc sur les consommateurs. Et là, Copifrance, qui est le collecteur de cette redevance et qui reverse ensuite l'argent aux ayants droit, est vent debout contre un projet qui sera présenté à l'Assemblée nationale le 10 juin, qui propose d'exonérer les appareils électroniques qui sont reconditionnés. Quel est votre... On a déjà évoqué ce sujet avec Éric Bothorel la semaine dernière, mais cette polémique ne fait que enflé. Il y a tout le monde de la culture qui se mobilise autour de ça. Quelle est votre opinion là-dessus, Christophe Holnett? Moi, mon opinion, c'est qu'il faut encourager le recyclage. Les appareils numériques représentent, suivant les études, environ 50% de l'empreinte carbone du numérique. Ouais. Donc, la capacité à pouvoir revendre, repackager, reconditionner est un élément de réduction de l'empreinte carbone. Le deuxième élément, c'est que cette filière permet un accès à des tarifs plus abordables de smartphones assez récents finalement, parce que beaucoup de gens se séparent de leur téléphone au bout de 2 ans. Donc c'est un élément aussi de réduction de fracture numérique. Et la troisième chose, c'est qu'on a un savoir-faire en la matière. On a quelques sociétés qui réussissent remarquablement. Back Market a récemment fait une levée de fonds de 276 millions de dollars sur une valorisation de plus d'1 milliard. Donc on se dit... il y a toutes les raisons d'encourager cette filière. Donc pourquoi venir avec une taxe Je comprends copie privée, les ayants droit, mais elle a déjà été réglée. Ouais. Elle a déjà été payée, puisque 80% des téléphones qui sont reconditionnés sont été achetés en France. Donc il y a déjà une taxe qui a été prélevée. Donc il ne s'agit pas d'enlever quelque chose à Copifrance, mais il s'agit d'une perte
de redevances additionnelles, si je puis dire. Donc je crois qu'il faut alors là-dessus, Copie France dit c'est pas une double redevance qui va être payée, parce finalement cette redevance n'est pas liée tellement au matériel, mais plutôt à l'utilisateur, à l'usage qu'il fait, puisqu'il s'en sert pour faire des copies. Tariq Krim. Oui, écoutez, ce débat est un débat qui existe depuis toujours. Je me rappelle en 2004, on avait une vraie discussion autour du droit à la copie privée au moment où on intégrait ces technologies qu'on appelait les DRM, donc qui empêchaient la copie. Et donc on était face à un paradoxe où d'une certaine manière on nous disait vous devez payer ce droit à la copie, mais en pratique vous n'avez pas la capacité de copier la musique que vous achetez légalement ou sur l'Internet. Et aujourd'hui, je dirais que le vrai débat aujourd'hui, c'est de se poser la question des supports. Dans un monde où le streaming est devenu le mode principal de consommation, est-ce que ça a encore du sens de stocker de la musique sur son téléphone? Est-ce que ça a donc du sens de taxer les téléphones, d'ailleurs qu'ils soient récents ou de seconde main? Et derrière ça, il y a une question plus importante, à mon avis, et qui est majeure, qui est quel va être le financement de la culture. D'une certaine manière, on a eu un système de financement passif, que ce soit avec le CNC, en achetant un billet, une partie de l'argent financé, ou Canal+, en amont, et que ces mécanismes, aujourd'hui, sont déstabilisés par l'arrivée d'acteurs comme Netflix, comme l'arrivée de Spotify, du streaming. Et donc, effectivement, derrière ça, il y a aussi la question qu'il faut se poser, de savoir quand est-ce que nous arriverons à trouver des moyens plus actifs de financer la culture et pas uniquement reposer sur des moyens passifs. David Bavrez, sur la redevance pour copie privée, c'est une façon de réguler le marché du numérique qui a chahuté cette industrie culturelle, mais est-ce que c'est la bonne façon? Non, pour moi, les États-Unis inventent, la Chine innove et l'Europe taxe. Donc, ce n'est pas en taxant les génies qui inventent l'économie circulaire qu'il y a suffisamment de rentes historiques en France à taxer. Commençons par toutes ces rentes historiques et ne taxons pas les entrepreneurs géniaux qui nous inventent l'économie circulaire. En tout cas, si on s'oriente vers une négociation, il faudra aller vers quoi, selon vous, Christophe Holnett? Oui, mais on voit déjà, là, aujourd'hui, il y a un début de négociation, puisqu'on parle d'une redevance qui est très nettement réduite pour les téléphones recyclés. On parle de 7 €. Alors, les acteurs du recyclage disent que c'est beaucoup trop. Peut-être que la façon de faire serait d'avoir un seuil en fonction du prix de vente de l'appareil. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais je pense que c'est la direction que cela prend. On termine avec la stratégie de Huawei depuis les sanctions de l'administration américaine, c'était à l'été 2020. Donc Huawei reprend du poil de la bête. Là, lors de sa conférence, il a présenté un système d'exploitation puisqu'il ne peut plus mettre d'Android dans ses smartphones. Il a créé Harmony OS. Est-ce qu'on peut encore imposer un OS aujourd'hui dans le monde des smartphones face à Android et iOS? Pour l'instant... On n'a pas vu de réussite dans le domaine. Aujourd'hui, 80% des téléphones ont le système Android et le reste est essentiellement iOS, Apple. Et en fait, il n'y a pas eu de réussite à ce jour de troisième App Store. Bon, c'est sûr que là, Huawei avait une situation d'urgence puisqu'ils ne pouvaient plus utiliser Android de Google. Ils ont développé un nouvel OS en 18 mois, ce qui est remarquable en investissant de façon massive, qui est un dérivé d'Android. Mais un OS n'a jamais fait le succès d'un téléphone. Ce qu'il faut, c'est l'univers d'applications disponibles. Et donc là, il faut qu'ils sortent d'un cercle vicieux qui consisterait à avoir un operating system sans avoir d'application, qui fait qu'il y a... Parce que s'il y a des applications, il y a des utilisateurs. S'il y a des utilisateurs, il y a des applications. Donc il faut amorcer ce cercle vertueux qui consiste à avoir des parts de marché qui grandissent. Alors maintenant, la question, c'est... Il faut bien noter qu'en Chine aussi, cette sanction ne concernait que Huawei, mais pas d'autres acteurs comme Xiaomi ou Oppo. Donc la question, c'est est-ce que le gouvernement chinois va pousser pour faire de cette version nouvelle version Android, le standard en Chine, au risque d'en faire un élément d'un écosystème encore plus indépendant, mais d'obérer son succès à l'international. Je ne vais pas poser la question tout de suite à notre grand invité du jour, David Bavrez, parce qu'on va le faire dans quelques instants dans la grande interview. Juste un mot, Tariq Krim, sur Huawei. C'est encourageant en même temps de voir qu'on crée un système d'exploitation. Oui, c'est un sujet auquel je me suis
que j'ai aussi tenté de résoudre il y a quelques années, et c'est très difficile aujourd'hui. Aujourd'hui, HarmonyOS, c'est fondamentalement juste un Android sur lequel on n'a pas le droit de faire tourner les applications Google. Or, les applications Google sont ce qui fait la valeur. C'est Google Maps, c'est Google Calendar, Gmail. Et donc, se posera la question, alors en Chine, c'est moins un problème, mais à l'étranger, est-ce qu'on peut développer aujourd'hui des services sans avoir les applications d'Apple et les applications de Google? Je ne parle même pas du système d'exploitation. Il semble que ce soit impossible et on va voir jusqu'où nos amis de Huawei vont aller. Il faut rappeler que Samsung a essayé de faire un peu la même chose avec un système d'exploitation qui s'appelait Tizen. Et finalement... Tariq, on ne va pas avoir le temps de revenir sur les autres expérimentations. Merci beaucoup. C'est vrai que voilà, on voit que le challenge il est quand même difficile à relever. Merci Tariq Krim, désolé de vous couper comme ça. On reparlera d'autres sujets de système d'exploitation ensemble. Tariq Krim de Polite One et Christophe Holnet d'Apax Partner et d'Athéna. Donc juste après la pause, je vous donne rendez-vous pour la grande interview de David Bavrez. Et vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech. Nous sommes avec David Bavrez, qui est installé à Hong Kong. Il est investisseur français, installé à Hong Kong depuis près de 10 ans. C'est l'heure donc de sa grande interview. On va beaucoup parler de Chine, bien évidemment, puisque son dernier ouvrage s'intitule « Chine, Europe, le grand tournant » aux éditions Le Passeur. Il est paru quand? Il n'y a pas très longtemps. Il est paru il y a un mois. Il y a un mois. Donc, récent ouvrage. Première question, David Bavrez. Ce tournant, ce grand tournant, comme vous l'appelez, Chine-Europe, il serait lié à quoi? À la crise Covid-19? Il s'est passé quelque chose? Alors, pour moi, il s'est passé quelque chose, oui. Depuis que je suis né, c'est le plus grand événement auquel j'ai été confronté. Donc, il y a forcément un message. Et il est forcément suffisamment fort qu'il tient en une phrase. Et pour moi, c'est que nous passons d'un monde de 700 millions de privilégiés occidentaux, européens et américains, comme on a vécu jusqu'à présent, à une planète de 8 milliards d'habitants. Donc le monde fait x10. Les problèmes sont maintenant planétaires. Donc en 2008, on a eu la crise financière, on a pensé qu'en mettant de la dette, c'était résolu. Là, elle est sanitaire, donc elle touche tout le monde, les milliardaires comme les pauvres, les Chinois comme les Américains, comme les Européens. Et donc, qui dit problème planétaire, dit solution planétaire. Et en fait, le point d'action... On le voit très bien, si vous faites x10, si vous passez de 700 millions à 7 milliards, il n'y a qu'une solution, c'est la digitalisation. Et donc ce que je vois en Chine, ce grand tournant, c'est l'accélération de la digitalisation qui fait que c'est la seule manière d'organiser la vie pour 7 à 8 milliards d'habitants. Donc c'est ça le grand tournant. Et pourquoi un grand tournant, l'Europe et la Chine? C'est que jusqu'à présent, nous sommes tournés systématiquement vers les États-Unis. Et je dis, nous, Européens, surtout à une époque où la Chine et les États-Unis rentrent en paix froide, nous avons une chance européenne de pouvoir nous tourner vers les deux et essayer de jouer chacun des deux écosystèmes en notre faveur. C'est-à-dire que finalement, l'allié naturel, l'allié historique, les États-Unis, vous dites, c'est pas forcément le seul allié qu'on peut avoir. Quand on voit ce qu'ils font avec le Danemark... Quand on est dans une bataille, il faut choisir un camp. Vous voyez ce qu'ils font avec le Danemark, je dis, méfions-nous des faux amis. Et donc, regardons notamment tous les nouveaux business models qui se développe en Chine. Moi, ce qui me frappe quand je dis accélération... La Chine est vraiment très en avance d'un point de vue économie numérique, digitalisation. Alors, pas partout. Mais vous prenez l'e-commerce, on pensait que l'e-commerce plafonnait à 20-30% de pénétration, là on est à 30% et ça continue de s'accélérer. Et c'est parce que les Chinois ont inventé de nouveaux business models autour de l'e-commerce, donc le social commerce, où je fusionne réseaux sociaux et entertainment et divertissement. Donc j'invente le shopping en ligne, parce que nous, on n'a pas du tout. Nous, on a du buying en ligne. Oui. On fait juste des achats. Là, c'est le shopping, donc le côté émotionnel par le live streaming. Et puis, on voit d'autre part ce qu'on appelle le community group buying, donc l'achat à plusieurs, de manière à avoir des réductions. Et donc, c'est ce que Groupon avait essayé de faire, qui n'a jamais marché chez nous, parce qu'il n'y avait pas de repeat business. Et là, on le voit dans la distribution alimentaire. Et on voit qu'il y a le Covid. C'est-à-dire concrètement la distribution alimentaire. C'est-à-dire que le Covid a fait que nous avons pris l'habitude de commander de la nourriture chez nous. Le problème en Europe, c'est que le panier moyen est de 25 €, vos coûts de livraison sont de 7 €, donc ça ne marche pas. En Chine, quand vous vivez dans une tour de 50 étages, la densité de population fait que vous pouvez commander pour toute la tour et le coût de livraison, il descend à 10%. Et c'est pour ça que ça marche. Donc c'est de l'achat communautaire groupé dans l'alimentaire pour de la livraison à domicile. Et qui est un repeat business, donc votre coût d'acquisition du client, vous pouvez l'amortir sur suffisamment de chiffre d'affaires.
Alors, vous parlez dans cet ouvrage, juste pour expliquer un peu comment vous l'avez conçu, donc ce sont des dialogues fictifs que vous imaginez entre le président de la République populaire de Chine et des experts européens. Et plutôt vers la fin, les 2 derniers chapitres adressent plus particulièrement la question justement de la digitalisation. Et vous dites que la grande tendance finalement, c'est après avoir numérisé et mis en lumière la numérisation du B2C, là on s'oriente vers le B2B. Oui, absolument. Et le très bon exemple que vous avez, c'est l'environnement. Prenez l'environnement, on annonce une neutralité carbone, nous, Européens, Américains, on dit 2050, les Chinois disent 2060. Donc on pense que nous, Européens, on est en avance de 10 ans sur la Chine. En réalité, moi je compare cet objectif de neutralité par rapport au pic des émissions de carbone. Chez nous, elle est en 1990, donc on se donne 60 ans pour résoudre le problème. En Chine, le pic est en 2030, donc la Chine se donne seulement 30 ans pour résoudre le problème, qui est 3 à 5 fois plus élevé en Chine parce que le PNB continue de croître pendant ces 30 années. Donc en fait, il faut que la Chine travaille quasiment entre 6 et 10 fois plus rapidement que chez nous. Et le seul moyen de le faire... Le travail sur l'environnement passe par la numérisation. Absolument, parce que pourquoi... Parce qu'il y a certains discours qui opposent les deux, technologie... Vous prenez le secteur énergétique, vous prenez les CAPEX, il y a moins de 5% qui a été dans le digital. Tous ces grands groupes pétroliers qui aujourd'hui sont attaqués, c'est parce qu'ils n'ont jamais investi dans le digital. Et vous voyez bien qu'on va marier hardware et software. Regardez la société Schneider, elle a racheté Aveva en 2017-2018 en disant le futur de l'énergie... si on veut donner le droit à l'énergie à l'ensemble de la planète, la seule solution, c'est de marier hardware et software. Et ça, c'est ce que la Chine ambitionne de faire. Alors pourtant, on a vu la Chine freiner sur le Bitcoin, par exemple, pour des questions environnementales, parce que ça réactivait des centrales à charbon. Alors, le Bitcoin, pour moi, c'est Al Capone. C'est-à-dire que le Bitcoin... C'est-à-dire Al Capone, on l'a mis en prison, non pas parce que c'était un mafieux, mais parce qu'il faisait de la fraude fiscale. Et là, le Bitcoin, on va le mettre en prison, non pas parce que c'est un pied de nez à toutes les banques centrales, en disant nous n'avons plus confiance dans nos monnaies, donc on achète ce Bitcoin qui sort de nulle part. En réalité, on va l'interdire effectivement pour... des raisons environnementales, parce que 2 tiers des bitcoins ont été minés en Chine, et les 3 dernières années, 95% des nouveaux bitcoins viennent de Chine. Et la Chine, du coup, va rater potentiellement ses objectifs environnementaux. Donc on voit bien qu'il y a quand même une opposition entre la croissance du numérique et la préoccupation environnementale. Alors, si vous faites des bitcoins qui ne servent à rien, oui. Mais si vous faites des monnaies digitales sur lesquelles se fondent des business models, avec typiquement la blockchain qui vous permet de créer une confiance numérique qui n'existe pas et vous facilitez le business, là, les monnaies digitales servent à quelque chose. Et c'est pour ça que le futur, pour moi, c'est beaucoup plus le RMB digital que la Chine va lancer en début 2022 au moment des Jeux Olympiques, parce que là, je crois que oui, on va créer des business models à partir du Bitcoin et pas seulement acheter des tableaux chez Christie's à 70 millions de dollars. Bon, et d'ailleurs, la Chine est plutôt pro-crypto-monnaie puisqu'elle teste en ce moment son e-yuan. Alors, les crypto-monnaies, la crypto-monnaie, quel contrôle? Oui, c'est ça. Alors, dans cette bataille vers le numérique, vous êtes un investisseur français à Hong Kong. On a l'impression, quand on vous lit, pas seulement dans cet ouvrage, mais aussi les précédents, que vous avez besoin encore de convaincre les investisseurs qu'il y a un intérêt à s'intéresser au marché chinois. C'est Ray Diallo, qui est un des plus brillants investisseurs américains, qui dit « Les fonds globaux sont investis 3% en Chine », qui est 15% de la croissance, 15% du PNB mondial et 30% de la croissance mondiale. Donc il dit, moi, j'ai jamais vu une telle anomalie d'allocation d'actifs. Oui. Et on l'a vu l'an dernier, parce que les Américains ont mis 150 milliards de dollars en Chine, ce qui n'était jamais arrivé, pendant que Donald Trump hurlait. Et ils voudraient aujourd'hui que nous, Européens, on n'ait plus le droit d'y investir, puisque l'accord global d'investissement qu'on a signé avec la Chine au mois de décembre, les États-Unis nous disent il faut le déchirer. Mais par contre, la semaine dernière, Goldman Sachs continue à faire un accord avec ICBC en Chine, la plus grande banque de Chine. Donc, c'est exactement comme avec les Danois. Méfions-nous de nos faux amis qui disent interdit de faire du business en Chine, mais nous, on n'en a jamais fait autant. Il y a une certaine crainte aussi, sans doute, de la part des investisseurs. Si je prends l'exemple d'Alibaba, d'ailleurs, vous en parlez aussi dans votre livre, donc le géant du commerce en ligne qui a vu son patron disparaître quand même pendant quelques temps. Alors le problème, c'était que on a décrit ça en Europe, en Occident, comme une reprise en main du gouvernement contre les sociétés. Oui.
numérique chinoise. Et en fait, ce n'est pas le cas. Une forme de régulation autoritaire. Moi, ma lecture, c'était que le business model de Ant Financial Services, puisqu'il s'agissait de la filiale financière, était un business model... Il n'a pas pu donc faire son introduction en IPO, parce que son business model était contre l'intérêt de la Chine. Vous empruntiez l'épargne des campagnes et vous prêtiez à de jeunes Chinoises à 30% par an pour s'acheter des produits de luxe. Ce n'est pas avec ça que vous construisez le futur d'un pays. Donc, on voit, au contraire, la Chine organisée, il n'y a jamais de monopole privé en Chine. Donc, il y a une grande différence dans la réglementation digitale. Chez nous, on part des données personnelles. Donc moi, depuis 2 ans, je tape toute la journée, j'accepte, parce que c'est RGPD. Ça n'a pas vraiment changé mon expérience digitale. En Chine, le gouvernement dit, le problème de cette industrie digitale, c'est qu'il n'y a pas de coût marginal. Donc elle est par nature monopolistique. The winner takes it all, comme on dit en anglais. Et donc je dois intervenir. Et donc je m'efforce toujours que s'il y a un monopole qui est en train de se former, pas une société privée, je lui mets un concurrent privé. Donc c'est pour ça que Tencent est en train de concurrencer Alibaba, Pinduoduo concurrence Alibaba et ByteDance concurrence Tencent. Donc c'est ça la manière de réguler. Elle part du business model, alors que nous, elle part des libertés individuelles. Alors, j'ai reçu ici Fleur Pellerin qui proposait un autre axe d'alliance pour l'Europe avec la Corée. Ça vous semble intéressant à envisager ? Absolument, non, il faut pas, je ne vais pas dire qu'il faut regarder avec la Chine. La Corée, pour moi, va être un grand concurrent des Américains dans le numérique. La Corée, c'est 60 millions de personnes qui ont un PNB par tête élevé. Et donc, les États-Unis vont continuer à résoudre les problèmes des riches. Donc, le super smartphone, il va toujours être inventé par la Californie. Donc, c'est ce que j'appelle les business models à la Uber. Le taxi que vous prenez à forte valeur ajoutée, vous avez la traçabilité, la voiture est propre, il y a une bouteille d'eau. Ça, les États-Unis vont toujours être les leaders. La Chine, c'est en fait les business models pour les pauvres, pour les 90% de la planète. Et c'est Blablacar. Donc, c'est l'économie du partage. Donc, aller en Corée pour concurrencer les Américains sur les problèmes des riches, et puis aller en Chine pour les problèmes des 90% planétaires qui doivent avoir accès à la croissance mondiale. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire aller en Chine, regarder du côté de l'Asie, trouver des alliances ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? À quoi pourrait ressembler cette relation qu'on nouerait avec la Chine, à la fois d'un point de vue numérique, mais de manière plus générale, d'un point de vue économique ? Alors, il faut abandonner le concept de réciprocité, qui est ce qu'ont nos hommes politiques en tête. La réciprocité, pour moi, c'est la pire des relations humaines. C'est œil pour œil, dent pour dent. Il faut penser à la complémentarité. Donc, il faut regarder une chaîne de valeur et dire où est-ce que nous, Européens, nous avons encore une force dont la Chine a besoin. Et typiquement, de manière très schématique, la Chine a un réseau de distribution incroyable, avec une population très très large, et nous avons le contenu. Donc, pensez Ubisoft, Tencent. Tencent prend 10% d'Ubisoft. Ubisoft a du contenu de jeux vidéo. Mais ils ne savent pas le mettre sur mobile encore. Et la spécialité de la Chine, c'est de le mettre sur mobile pour gagner justement 7 à 8 milliards de clients potentiels. Donc c'est comme ça qu'on s'allie. Mais ce n'est pas en faisant de la réciprocité, en disant je te donne ça que si tu me donnes ça. Ça ne marche pas. Alors, on va arriver au terme de ce grand entretien avec l'interview express. Je vous pose des questions très courtes, assez ouvertes, et vous répondez de manière aussi spontanée que possible. Je vais vous lancer sur un premier mot. Quels sont vos rêves, David Bavrez ? Le rêve, c'est le grand tournant, c'est que justement, Chine et Europe arrivent à se parler beaucoup plus, qu'on fasse au XXIe siècle ce que l'Europe et les États-Unis ont fait au XXe. Et vos peurs ? Alors, j'ai pas de peur. Non, c'est pas ce qui me. C'est peut-être mon défaut en tant qu'investisseur. Je suis généralement beaucoup trop optimiste et je regarde pas suffisamment le downside. Mais c'est pour ça que, en général, je dis dans le livre le mot de Mabès France à Jean Monnet, vous avez réussi parce que vous ne saviez pas que c'était impossible. Vos interrogations peut-être, vous avez des interrogations ? Alors, des interrogations, j'en ai tous les jours. C'est Voltaire qui disait on juge un homme non pas à la qualité de ses réponses, donc ignorez tout ce que je vous dis, mais à la qualité de ses questions. Donc c'est ça qui compte. Une idée fixe ? Non. Chine avec l'Europe ? Non, ça, j'ai pas d'idée fixe. Non, le monde est VUCA. Volatile, incertain, complexe, ambigu. Donc, l'idée fixe, c'est le mur de Berlin et on a gagné. C'est ma génération. Je vois les 10-15 ans. Vous ne pouvez pas avoir de conviction avec une idée fixe. Le monde n'arrête pas de changer. Et comment vous voyez la prochaine révolution numérique en Chine ? Mais elle n'est pas prochaine, elle est là. Elle est là tous les jours. Le changement, c'est vraiment le B2C au B2B.
Et donc, c'est la finance, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est la nutrition, c'est tout ce qu'on n'a pas touché. Ce sont toutes les industries où je ne suis pas client. Je ne suis pas traité comme un client. Et AI, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est la redécouverte du client. Puisque vous allez me connaître et vous allez m'offrir une offre personnalisée au moindre coût. Donc, vous savez, nos cours de stratégie, c'était soit vous différenciez, soit vous êtes le producteur à moindre coût, et là, vous êtes les deux à la fois. Et ça s'appelle TikTok, et ça prend 20% du marché publicitaire online en Chine dans l'espace de 2-3 ans. Donc, ça va se passer partout. Merci beaucoup, David Bavrez. D'ailleurs, je vous remercie, mais vous restez avec moi. On a à suivre un rendez-vous avec l'espace. Cécilia Sévry va nous rejoindre pour partir à la découverte de Titan, le plus gros satellite de Saturne. David Bavrez, investisseur à Hong Kong, auteur de Chine Europe, le grand tournant, est resté en notre compagnie pour notre rendez-vous avec l'espace. Et Cécilia Sévry, bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Donc aujourd'hui, vous nous emmenez très loin de la Terre, dans le voisinage de Saturne. Oui, aujourd'hui, on va partir à la découverte de Titan, effectivement, qui est le plus gros satellite de Saturne, qui en compte quand même plus de 80. Aujourd'hui, dénombré aujourd'hui, il en a peut-être plus. Alors Titan, c'est la planète qui cristallise aujourd'hui tous les fantasmes des scientifiques et c'est pour ça que la NASA a décidé d'y envoyer une mission qui va s'appeler Dragonfly. Ce drone Dragonfly, il sera lancé en 2026 avec un objectif, étudier l'exobiologie de la planète Titan pour renforcer nos connaissances véritablement sur l'histoire de l'origine de la vie sur Terre, ici, mais aussi peut-être pour trouver des traces de vie passée ou présente sur le satellite de Titan. Ça, on va y revenir un petit peu. On va peut-être, avant d'aller sur ce terrain-là, voir quelques précisions sur la planète de Titan, parce qu'on la connaît peu. Oui, alors justement, pourquoi est-ce qu'elle attise autant la curiosité des chercheurs ? Alors, dès les années 90, ça a commencé cette passion, parce que le télescope Hubble a pu montrer que cette planète, eh bien, c'était un astre potentiellement recouvert de liquide. Alors là, on s'est dit, comment ça ? Il y a une autre planète que la Terre qui est recouverte d'eau à l'état liquide ? Ça, c'était la grande question. Alors, on a envoyé une sonde, finalement, 10 ans plus tard, en 2004, la sonde Cassini. Elle a vu, à la surface, de nombreuses caractéristiques géologiques similaires qu'on peut retrouver sur Terre, comme des plateaux, des déserts remplis de dunes, et puis à ses pôles, des mers et des rivières liquides. Et puis Titan a une atmosphère 4 fois plus dense que celle de la Terre et sa gravité est 7 fois plus faible. Ça c'est pour les informations techniques. Et puis Cassini, elle a réussi à traverser cette atmosphère 4 fois plus dense que celle de la Terre pour parachuter la sonde Huygens. C'est une sonde qui a été créée par l'Agence spatiale européenne. Et cette sonde, elle a révélé un monde certes très ressemblant à la Terre, mais chimiquement complètement différent. Sur Titan, ce qui porte le nom de roche chez nous, là-bas, en fait, c'est de l'eau glacée parce que les températures, elles oscillent environ à moins 179 degrés Celsius. Donc, évidemment, il fait si froid que la glace d'eau est dure comme de la roche. Et puis, l'atmosphère épaisse est faite d'azote. Surtout, Titan est le seul endroit du système solaire, à l'exception de la Terre, à posséder des liquides stables sur sa surface, des liquides qui coulent sous forme de rivières et de ruisseaux et qui s'accumulent sous forme de lacs et de mers, sculptent des littoraux, entourent des îles, comme c'est le cas en fait finalement sur la Terre, sauf qu'à la place de l'eau, la planète est recouverte d'hydrocarbures. C'est du méthane et puis aussi de l'éthane, toutes deux des substances gazeuses ici sur Terre qui sont liquides à la surface de Titan. Tout ça, pour les scientifiques, ça veut dire une seule chose. Si on trouve une forme de vie, ce sera une vie complètement différente de ce qu'on peut retrouver ici sur Terre, de ce qu'on connaît. Une vie qui, au lieu d'être à base d'eau, serait à base d'hydrocarbures liquides. Une vie qui, si elle existe, démontrerait potentiellement l'existence possible d'une deuxième genèse, d'une deuxième origine qui ne se formerait pas à la base de l'eau, ce qui veut dire qu'on peut trouver ça aussi ailleurs dans l'univers. Alors, parlez-nous maintenant de cette mission Dragonfly. Alors d'abord, il faut savoir que ce n'était pas le seul projet en lice. Il y avait un autre projet, on peut le citer. C'était le projet d'envoyer une sorte de vaisseau
qui allait flotter sur les mers de Titan, un bateau interplanétaire. Finalement, il s'avère que par rapport à la topologie de Titan, c'est beaucoup mieux d'envoyer un drone, mais c'était un pari risqué. À l'annonce de cette mission choisie en 2019, aucun autre objet n'avait encore volé à la surface d'une autre planète. Ce n'est plus le cas depuis le mois dernier avec l'hélicoptère Ingenuity sur Mars qui a réussi à montrer que la NASA était capable de faire voler un objet sur une autre planète. Oui, alors, juste une question sur l'échéance. Donc, quand est-ce que ce drone doit rejoindre Titan ? C'est ça. Alors, pour 2034, il faut plus de 8 ans quand même pour parcourir les 1,4 milliard de kilomètres qui nous séparent de Titan aujourd'hui. Alors, ce drone, pour vous donner des informations techniques, il fera plus de 2 mètres d'envergure quand même, cette libellule, parce que Dragonfly, ça veut dire libellule, elle fera plus de 2 mètres d'envergure avec 8 pales de rotor. Et puis, il y aura 4 familles d'instruments pour analyser la composition du sol et des mers de Titan depuis les airs et sur Terre. Sur le sol, je veux dire. Il y aura un spectromètre de masse, des capteurs pour mesurer la pression atmosphérique ou l'activité sismique, et puis un dispositif de plusieurs caméras. Et le tout sera alimenté par un générateur thermoélectrique à radioisotope, un RTG. Et Dragonfly sera capable de visiter et d'explorer comme ça des dizaines de sites à des dizaines, voire des centaines de kilomètres les uns des autres. Et au total, Dragonfly volera plus de 175 kilomètres si la feuille de route reste la même. Alors justement, est-ce qu'on connaît déjà ces sites d'exploration ? On connaît le site d'atterrissage, a priori, pour l'instant, mais ça a le temps de changer d'ici le départ de la mission. Mais ce seraient les dunes équatoriales de Shangri-La, un endroit qui ressemble à peu près aux dunes linéaires de Namibie, ici sur Terre, en Afrique. Il se rendra aussi dans le cratère d'impact de Selk, où on trouve des traces d'eau à l'état liquide. Donc il y aura ce mélange intéressant d'eau à l'état liquide et la composition chimique méthane-éthane. Et puis la mission, elle doit durer un peu moins de 3 ans. Et en 3 ans, le drone, il n'aura le temps d'observer qu'un petit bout de saison, parce qu'en fait une saison sur Titan ça dure 7 ans. Quand ce drone va arriver, il sera à peu près au niveau de la saison d'été. Là-bas c'est nuageux, c'est pluvieux, un petit peu comme Paris aujourd'hui on peut le dire, et ce qui inquiète un peu pour la sécurité, mais il faut se rappeler, là-bas il n'y a pas d'eau. Ce qui veut dire que ces pluies-là, ce sont des pluies d'hydrocarbures qui vont s'écouler, en l'occurrence du méthane à l'état liquide. Alors on plonge un peu dans la science-fiction, mais c'est la réalité, c'est une autre forme d'écosystème. Alors quoi qu'il en soit, ce monde scientifique et les amateurs d'espace ont hâte de pouvoir découvrir ces données quand elles pourront être envoyées depuis Dragonfly jusqu'à la Terre. Et on pourra visiter, grâce à ça, un monde océanique mystérieux qui pourrait, pour reprendre les mots de la NASA, révolutionner ce que nous savons de l'histoire de la vie, de la naissance de la vie aujourd'hui. David Bavrez, un commentaire sur la conquête spatiale. Là, j'avais envie d'investir chez Titan, mais si c'est beau l'hydrocarbure, nous les investisseurs, on n'aime plus tellement les hydrocarbures. Donc, moi, je suis plus terre à terre quand je vais dans l'espace. Qu'est-ce qu'on peut tirer en fait, celui qui va conquérir l'espace, que va-t-il maîtriser ? Et j'entends, moi, en Chine, des histoires incroyables. L'énergie du futur, elle est solaire. Et on me dit, celui qui maîtrise l'espace, il peut notamment maîtriser le soleil et détourner vers lui l'énergie qui va être l'énergie du XXIe siècle. Donc je pense qu'à la conquête de l'espace, on n'a pas fini d'en parler. Merci beaucoup. David Bavrez, je rappelle que vous êtes investisseur à Hong Kong et que vous venez de publier Chine, Europe, le grand tournant. Merci d'avoir accepté le jeu de cette grande interview et de participer à toutes les missions. Merci Cécilia Sévry pour ces voyages dans l'espace. À tous, je vous souhaite un excellent week-end. Avant quand même, regardez le lab avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher dans Smart Tech. On se dit à lundi.